En effet, dans un premier temps, on va aborder les États-Unis au moment de la fin de la Seconde Guerre mondiale, juste après cette Seconde Guerre mondiale. C'est le titre de notre première partie, les États-Unis, une superpuissance assumée à l'issue de la Seconde Guerre mondiale. On peut difficilement ne pas parler des quelques années de la fin de la Seconde Guerre mondiale, puisque c'est dans ces moments-là que les États-Unis montent en puissance. On peut citer comme année décisive dans ce conflit l'année 1941. C'est l'année où une loi pré-bail permet à l'Angleterre d'emprunter de l'argent et de disposer d'un crédit illimité, quasiment illimité, pour se fournir en armes auprès des États-Unis. Ce qui déjà est intéressant d'un point de vue économique et de production de richesses pour les États-Unis. Premier point. Dans un second temps, en août 1941, il y a une charte, la charte de l'Atlantique, qui est signée entre Roosevelt, d'un côté, et Churchill, donc États-Unis et encore une fois le Royaume-Uni, et qui trace les grands traits de ce qui pourrait devenir le point de départ d'un nouvel ordre mondial, et qui se base sur une lutte entre les démocraties et le fascisme. Donc le point de départ, c'est cette lutte entre les démocraties et le fascisme, les régimes totalitaires. Et cette charte de l'Atlantique pose les bases, dessine les traits de ce que deviendra le nouvel ordre mondial voulu par Churchill et Roosevelt. Enfin, 1941, c'est évidemment l'attaque japonaise de Pearl Harbor du 7 décembre 1941 qui achève d'emporter l'opinion publique américaine qui était encore réticente à s'engager dans le conflit. Donc, en 1941, on a un tournant dans la montée en puissance des États-Unis. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire concernant, d'un point de vue militaire, ce que sont les États-Unis dans le conflit, à la fin du conflit? Eh bien, l'armée américaine n'est plus une armée secondaire comme elle aurait pu l'être au moment de la Première Guerre mondiale. Petit rappel, la Première Guerre mondiale, l'armée américaine met du temps à se préparer. Il faut faire appel à des jeunes, leur demander de venir participer à l'effort de guerre. Voilà, une armée qui met du temps à se préparer, donc c'est assez complexe. Dans les événements de la Seconde Guerre mondiale, l'armée américaine est centrale dans le conflit. Et cela est rendu possible par les capacités évidemment technologiques, matérielles, techniques de cette première économie du monde. Alors, on peut faire un petit parallèle. L'URSS, pendant ce conflit, n'est pas une puissance secondaire. Il faut rappeler qu'elle a un rôle essentiel dans la lutte contre l'Allemagne nazie. L'effort de guerre soviétique est très très important. Mais les États-Unis, c'est quoi? C'est un engagement de 4 millions d'hommes sur deux fronts à partir de 1942. Plus, donc, on a donc 4 millions d'hommes sur deux fronts, plus le débarquement avec les Britanniques, plus la bataille du Pacifique contre les Japonais. Japonais qui reculent d'île en île avec finalement l'utilisation de l'arme atomique en août 1945. Et donc, dans cet enchaînement de participation à la guerre, eh bien, on a une présence très marquée et l'utilisation de cette bombe atomique qui confère aux États-Unis une supériorité indéniable sur ses alliés. Et ça sera d'ailleurs une des causes de la rupture entre les États-Unis et l'URSS après la guerre, puisque l'URSS ne va pas accepter ce déséquilibre de puissance. Donc voilà en gros ce que je voulais dire concernant la première partie, le grand A, la Seconde Guerre mondiale, moment fondateur de la puissance. Le grand B nous amène à l'année 1945. L'année 1945 où les États-Unis apparaissent comme l'organisateur du nouvel ordre mondial qui s'instaure. Alors, en 1945, la diplomatie américaine dépasse celle des Européens, qui passent de fait sous tutelle américaine parce qu'ils sont
dépendant de l'aide financière américaine compte tenu de l'ampleur des dégâts matériels et humains. Pour rappel, les accords de Yalta de février 1945, où Américains, Britanniques et Soviétiques se réunissent, eh bien, donnent aux États-Unis la mission de reconstruire politiquement et économiquement les territoires européens qu'ils ont libérés à l'ouest. Donc déjà, on a un rôle très important. Donc pour la première fois aussi, en 1945, il semble bien que le politique l'emporte sur l'économique dans la détermination de la politique étrangère américaine, même si les deux semblent toujours évidemment très liés. C'est en effet par des moyens économiques et non par la force des armes que les États-Unis entendent impulser le nouvel ordre mondial qui s'érige à partir de 1945. Une série de dates et de créations sont à noter dans cette période de 1945, même si on va peut-être aller regarder un peu ce qui se passe en 1944, puisque déjà en 1944, le sort en était jeté concernant les nazis et concernant les forces de l'Axe. Donc il y avait déjà un processus comment dire, de mise en place de la nouvelle situation d'après-guerre, déjà en 1944. Et notamment en 1944, c'est la conférence de Bretton Woods, qui est donc Bretton Woods située au nord-est des États-Unis. Et donc cette conférence prévoit des règles internationales en matière économique. Et cette conférence et ces règles internationales sont accompagnées par des organisations précises chargées de les mettre en application. La première de ces organisations, c'est le FMI, le Fonds monétaire international, qui a pour objectif de garantir la stabilité monétaire. Et donc, évidemment, si on garantit une stabilité monétaire, cela permet de garantir des échanges commerciaux. Et quelle est la monnaie internationale de référence qui est proposée et qui est mise du coup en place? Eh bien, il s'agit du dollar américain. D'un autre côté, à côté de ce FMI, eh bien, on a la BIRD, le BIRD, qui correspond en fait à l'acronyme pour Banque internationale pour la reconstruction et le développement. Et donc, pour le coup, c'est assez transparent. C'est donc une banque qui prête de l'argent, qui aide à la reconstruction et au développement économique des pays, des pays et des économies qui ont été transformées ou ruinées par la guerre. Donc pour les États-Unis, la création de l'ONU, on a déjà parlé un peu au tout départ, dans l'introduction, donc l'ONU avec la charte de San Francisco, eh bien la création de l'ONU doit être à la fois, pour les États-Unis, évidemment ceux qui sont derrière, à la fois la création d'une institution politico-diplomatique, c'est-à-dire politique et diplomatique, comme l'était la Société des Nations, SDN, qui fut créée au lendemain de la Première Guerre mondiale, mais également une institution économique et sociale, ce que la SDN n'était pas. Donc il est très intéressant de voir que les États-Unis, derrière la mise en place de cette ONU, envisagent cette nouvelle gouvernance mondiale, cet nouvel ordre mondial, à travers le prisme politico-diplomatique et évidemment sous l'angle également économique et social. Du coup, la FMI et la BIRD sont accompagnés de nouvelles institutions placées sous l'égide de l'ONU, comme la FAO, donc tournée sur l'agriculture, sur l'alimentation, ou l'UNESCO, qui s'occupe de la culture, de l'éducation. Et tous ces éléments-là sont réunis dans le Conseil économique et social de l'ONU, Conseil économique et social. À ce moment-là, il n'y a pas de création d'Organisation mondiale du commerce. L'OMC, elle est créée seulement en 1994. Mais on est l'organisation du commerce qui est contrôlée, ou en tout cas, il y a
cette absence d'OMC est compensée par la mise en place de différents cycles réguliers de négociations sur les questions commerciales. Et c'est ce qu'on appelle le GATT, G-A-T-T, dont l'objectif est de favoriser les échanges par la baisse des tarifs douaniers. Je vous laisserai regarder la signification de GATT. C'est garantie, accord, trade and traffic. C'est vraiment sur l'idée des échanges, du trafic, et donc un accord de garantie qui permettent de rendre les échanges plus faciles. Voilà. Donc, pour les États-Unis, l'année 1945, la création de l'ONU, la création du FMI, du BIRD, de ces cycles et du GATT, eh bien, pour les États-Unis, il s'agit d'étendre les règles libérales de leur propre modèle économique dans le monde. Et donc, dans ce contexte-là, eh bien, les États-Unis apparaissent comme une puissance économique incontournable sur la scène internationale. Il faut bien avoir en tête qu'à la sortie de la guerre, les États-Unis produisent presque la moitié du PIB mondial.